la guerre hors limite et la guerre moderne visent en fait à manipuler le cerveau de l'adversaire et la perception qu'il a de lui-même et du monde qui l'entoure. Et je pense que c'est à travers ce prisme-là qu'il faut comprendre tout ce qui arrive à l'Occident depuis 50 ans, avec une accélération avec la crise qu'on est en train de vivre, cette crise du Covid. Et donc, il faudrait qu'il y ait une espèce de prise de conscience, de réveil des gens de la logique dans laquelle ils se trouvent pris, mais ils se font duper et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un système totalitaire qui, pourtant, on nous explique qu'il n'y a rien de pire et que plus jamais ça, les heures sombres de notre histoire, le nazisme. En fait, le système est redoutable parce qu'il fait peur avec un totalitarisme qui appartient au passé pour empêcher les gens de prendre conscience de la réalité du totalitarisme présent. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on est dans une nouvelle forme de totalitarisme, mais qui a la ruse ultime de le faire pour votre bien. Bonjour Stanislas Berton, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien chef d'entreprise et vous vous consacrez désormais à l'analyse économique et à la gestion des risques systémiques. Vous êtes aussi auteur, vous avez publié plusieurs ouvrages. Nous vous avions d'ailleurs déjà interrogé il y a quelques mois à propos de votre essai « La France retrouvée », publié aux éditions Le Temps retrouvé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier livre, publié chez le même éditeur début décembre, et qui est le second volume de la série « L'homme et la cité », un recueil qui rassemble les versions révisées et augmentées des essais parus sur votre site internet entre 2020 et 2021, ainsi qu'un texte inédit. Alors en fait, votre essai s'articule autour de plusieurs grands fils rouges, notamment ce que vous appelez la guerre cognitive ou la guerre hors limite menée à l'Occident. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit? Alors, qu'est-ce que la guerre cognitive s'inscrit dans le cadre de la guerre hors limite. Donc, la guerre hors limite, en fait, c'est un concept qui a été développé à la fin des années 90 par des stratèges chinois, deux lieutenants-colonels de l'armée de l'air, qui ont écrit un livre qu'on peut trouver d'ailleurs en français, qui est paru en version, on peut même le trouver en version poche aujourd'hui, qui s'appelle La guerre hors limite. En fait, la guerre hors limite, c'est l'idée que, notamment face à la suprématie militaire américaine, il n'était pas possible de remporter une victoire par un affrontement direct, traditionnel, ce qu'on appelle dans le jargon les guerres de troisième génération, comme a pu l'être par exemple la Seconde Guerre mondiale, où la suprématie se gagne par des troupes, par des blindés, des bombardements, s'attaquer aux infrastructures, enfin, dans le cadre d'une guerre classique. Donc la guerre hors limite, c'est garder bien sûr la dimension conventionnelle de la guerre, donc en utilisant l'armée au sens classique, mais c'est déployer ces moyens d'action sur d'autres champs. Donc, je vais donner quelques exemples. Ça peut être sur le champ économique, ça peut être sur le champ juridique, par exemple à travers le droit, à travers les normes. Ça peut être une guerre culturelle, donc par exemple en utilisant la culture comme une arme, à l'inverse, en détruisant la culture de l'adversaire. Ça peut être une guerre psychologique, où en fait, par exemple, on détruit le mental de l'adversaire en le faisant douter de lui-même, douter de sa légitimité, douter même du bien fondé de son existence. Donc, par exemple, on le voit, on en parlera certainement avec toutes les attaques, par exemple, sur la repentance, tous les maux dont serait responsable l'Occident, qui visent à l'affaiblir. Et il y a bien sûr la guerre cognitive qui fait partie de ça, et ça, j'en parle dans le livre, c'est notamment, on peut trouver une excellente conférence à l'Institut de West Point, donc qui forme les officiers, les futurs officiers de l'armée américaine. Et cette conférence s'appelle « Le cerveau sera le champ de bataille du XXIe siècle ». Donc ça veut dire qu'en fait, la guerre hors limite et la guerre moderne visent en fait à manipuler le cerveau de l'adversaire et la perception qu'il a de lui-même et du monde qui l'entoure. Et l'idée, en fait, c'est une idée qu'on retrouve dans toute la pensée chinoise traditionnelle, dans l'art de la guerre notamment, que l'art suprême, c'est de vaincre l'ennemi sans même lui avoir livré bataille. Et moi, j'ajouterais même sans même que l'ennemi ait eu conscience qu'on lui a mené une guerre. Et je pense que c'est à travers ce prisme-là qu'il faut comprendre tout ce qui arrive à l'Occident depuis 50 ans, avec une accélération avec la crise qu'on est en train de vivre, cette crise du Covid. Il faut le voir dans le cadre de cette guerre hors limite qui est en réalité la Troisième Guerre mondiale. Et ça, dès qu'on a cet angle d'attaque-là, on comprend les choses sous un angle complètement différent et qui me semble beaucoup plus pertinent pour développer une grille d'analyse et éventuellement, bien sûr, les moyens de résister à cette guerre cognitive et hors limite. Oui, ce que vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, en fait, c'est que la crise actuelle, selon vous, constitue l'aboutissement d'un long processus d'ingénierie et de contrôle social commencé dans les années 50
et inscrit dans le cadre d'un vaste projet de destruction méthodique des sociétés occidentales. Tout à fait. Et ça, c'est très quelque chose qui est difficile à admettre, parce que dès qu'on dit ce genre de choses, on est accusé d'être complotiste, de voir de l'intention là où il y aurait qu'un chaos d'événements, je dirais, aléatoires, il y aurait pas de volonté derrière. Mais moi, c'est là où je pense que quand on développe cette grille d'analyse par le biais de la guerre hors limite, en fait, on a un plan de bataille. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été pensé en amont par des stratèges qui ont réfléchi comment mener cette guerre et qui petit à petit ont déployé des instruments qui se sont mis en place. C'est la fameuse politique des petits pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois on monte d'un cran et on avance, et en fait les peuples occidentaux sont de plus en plus pris dans le piège avec la difficulté de s'en sortir. Et là on le voit complètement avec cette crise du Covid, avec les mensonges des gouvernements qui nous disaient c'est que pour 2 semaines pour casser la courbe. Après, c'est devenu, maintenant, on en est à 2 ans. C'est juste au départ un contrôle, c'est juste des masques, c'est des tests, etc. Et maintenant, on en arrive à la vaccination quasiment obligatoire pour aller travailler. Donc, on est toujours dans cette politique des petits pas. Et quand on a cette grille, je dirais, de lecture, on comprend que c'est les étapes d'un plan et qui se déroulent avec des objectifs militaires à chaque fois. C'est-à-dire qu'on doit atteindre certains objectifs. Une fois qu'ils sont atteints, la position est sécurisée, on passe à l'étape suivante. À qui profite le crime, entre guillemets? Qui a intérêt justement à saper les démocraties occidentales de l'intérieur comme ça? Je dirais il y a deux groupes. Il y a, je dirais, ce qu'on peut appeler les mondialistes, parce que j'appelle les mondialistes, qui sont en fait des structures de pouvoir transnationales qui détiennent réellement le pouvoir et qui ont de nombreux outils pour exercer ce pouvoir. Alors, je vais pas tout citer parce que on pourrait faire un entretien entier là-dessus. Alors, on va en citer quelques-unes. On va citer le Forum économique mondial de Klaus Schwab, qui a écrit le livre, je le rappelle, la grande réinitialisation, le grand reset, et qui affirmait en 2016 que nous devons tendre à une fusion du biologique, du numérique et du médical, en expliquant qu'on portera dès 2016 qu'on porterait des implants qui nous diraient est-ce qu'on est vacciné, quel est notre compte bancaire, etc. Donc là, c'était en 2016. En 2022, on voit que c'est en train de devenir une réalité. Donc ça, c'est le Forum économique mondial. Il y a des choses comme, par exemple, le groupe de Bilderberg, le Council on Foreign Relations, le CFR. Et par exemple, ces groupes-là que je cite ont des relais dans chaque pays. Par exemple, en France, ces relais, c'est par exemple le club Le Siècle, c'est par exemple la fondation des Young Leaders, dont je le rappelle que de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, tous les présidents de la République des 10-20 dernières années sont passés par ces instances. Donc en fait, moi, ce qui ressort de mon travail d'analyse, d'enquête, c'est qu'en fait, le vrai pouvoir est détenu par ces instances qui sont transnationales. Et en fait, dans chaque pays, ils ont des fondés de pouvoir qui viennent mettre en application la feuille de route qui a été décidée bien en amont. Et donc ça, c'est quand même la supercherie, puisque les peuples se concentrent sur le jeu électoral, sur la droite, la gauche, que ce soit en France ou aux États-Unis, alors qu'en fait, ceux qui décident, qui sont vraiment les donneurs d'ordre, et là où se trouve le vrai pouvoir politique, est dans ces institutions-là. Donc ça, c'est le premier volet, c'est ces institutions transnationales. Et l'autre, ce sont diverses puissances étrangères qui sont alliées ou qui ont des intérêts soit ponctuels, soit de longue date avec ces institutions transnationales et qui les utilisent dans une stratégie de gagnant-gagnant, enfin, en tout cas de mariage d'intérêts mutuels, pour faire avancer leurs pions. Alors, je peux penser par exemple à la Chine, qui a énormément bénéficié du commerce international qui a été voulu par ces instances-là. Toute l'industrialisation de la Chine et sa montée en puissance a été faite. Je peux penser aussi au Qatar. On peut penser, il y a différents pays, différentes puissances. On peut peut-être penser aussi à Israël sur certains points, qui ont bénéficié de cette coopération. Donc, il y a les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque patriote doit comprendre qu'il y a d'un côté ces institutions transnationales et de l'autre des puissances étrangères liées par des liens d'intérêt à ces institutions. Dans votre livre, vous faites référence notamment à l'espion soviétique Yuri Bezmenov, qui a travaillé pour le KGB avant de faire défection et de passer à l'Ouest au début des années 70. Et vous évoquez notamment les mécanismes de subversion et de désinformation employés par l'Union soviétique à l'encontre des démocraties occidentales à l'époque pour les affaiblir et finalement les détruire de l'intérieur. Et vous faites un parallèle avec certains concepts actuels
notamment liées à la cancel culture ou au wokisme, que vous qualifiez d'armes de déconstruction massive. Alors, en quoi ces concepts participent-ils, selon vous, d'un processus de subversion de l'Occident? Pour faire le lien avec ce qu'on va dire, cela participe bien entendu de la guerre hors limite. Et il faut comprendre que cette guerre hors limite, elle est fondée sur un principe central, deux principes centraux en fait. Le premier, c'est la subversion, vous venez de l'évoquer, et je vais développer ce point, et surtout sur le principe de l'infiltration plutôt que l'invasion. C'est-à-dire que plutôt d'envahir les pays comme on le faisait autrefois, comme on a pu le faire par exemple l'armée allemande, on place des gens à l'intérieur du système, donc à différents postes, que ce soit dans la justice, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le monde universitaire, que ce soit parmi les intellectuels. Et ces gens-là vont porter un discours de déconstruction qui va détruire la nation de l'intérieur. Et selon le schéma qui a été parfaitement établi par Bezmenov, donc je le résume, il est en 4 points, c'est assez rapide, c'est démoralisation, déstabilisation, crise, normalisation. Et donc, on commence déjà par démoraliser l'adversaire avant de le déstabiliser. Donc là, tout ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années, c'est ça. Et par exemple, vous parliez du wokisme, de la cancel culture, de tous ces, je dirais, tous ces appareils qu'on retrouve d'ailleurs pas seulement en France, on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve en Angleterre, on le retrouve même dans des pays comme la Suisse ou la Suède, par exemple, qui n'ont aucune histoire coloniale. En disant que là aussi, il y a de l'exploitation, il y a du privilège blanc, etc. Donc tout ça participe à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je parle justement de cette volonté d'infiltration, il faut regarder certains militants indigénistes qui sont aujourd'hui portés dans les médias, leur parole est portée dans les grands médias en France, qui ont été se former aux États-Unis dans les facultés, avec des professeurs qui sont des agents, en fait, des agents subversifs, qui viennent importer cette idéologie en France. Et par exemple, cette idée de privilège blanc, cette idée d'indigénisme, qui est totalement étranger aussi bien à l'universalisme chrétien que républicain, et en fait qui crée dans chaque université des foyers, et on se diffuse. Et c'est comme les cellules, je dirais, c'est les cellules marxistes, les cellules léninistes, trotskistes, et on crée une cellule, et ensuite la cellule se développe, crée d'autres cellules dans des plus petites villes, etc. Et petit à petit, on crée en fait un appareil subversif qui détruit la nation de l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et tout ce qu'on a vu, le déboulonnage des statuts, l'accusation de colonialisme, il fallait enlever la statue de Colbert parce qu'il avait fait le code noir, on voit cette histoire de privilège blanc, enfin tout ça, tout ce qui est vraiment important et ce que j'essaie d'expliquer aux Français à travers mes livres, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme les délires d'une minorité radicale comme il y en a toujours existé, c'est que ces gens-là ont une stratégie, ils obéissent à un plan, ils ont des objectifs, et en fait, à chaque fois que vous les voyez s'exprimer et qu'ils réussissent à avancer un petit peu, c'est une position qui est prise. C'est-à-dire qu'ils arrivent à imposer, à prendre une tête de pont et ils arrivent à prendre la maîtrise du terrain. Et c'est très difficile parce que les gens sont très déstabilisés par ça, parce qu'en plus, il y a eu tout un travail de préparation qui est de dire, voilà, repentez-vous, méchants blancs, méchants européens, méchants colonisateurs, laissez la place à ces pauvres exploités, etc. Et donc, ils jouent de ça. Ils jouent de ça, ils utilisent notre mauvaise conscience pour, je dirais, limiter la résistance à leur projet. Et donc, une fois qu'ils ont réussi à faire cette démoralisation, là, il y a la déstabilisation. Et donc là, c'est le moment où il y a une espèce de basculement, il y a une tentative de faire chuter le système. Donc, par exemple, ça peut être à l'échelle du régime, mais ça peut être de manière beaucoup plus locale. Ça peut être juste enlever une statue, comme on le voit par exemple au Sable d'Olonne avec la statue de Saint-Michel qu'on veut enlever. Ça peut être des choses très simples mais symboliques, mais l'important c'est d'avancer à chaque fois. Et une fois qu'on a ça, il y a la crise, ça c'est le grand classique. C'est la crise. Alors voilà, il y a une crise, il y a, comme on a vu ça peut être les Gilets jaunes, ça peut être les manifestants du 6 janvier aux États-Unis qui ont été au Capitole. Il y a une crise et la crise est utilisée comme justification pour renverser le système et prendre le pouvoir. C'est aussi d'ailleurs ce qui s'est passé à la Révolution française. On a utilisé les États généraux pour justement renverser la monarchie et mettre à la place un système républicain. Et c'était la même logique. Quand vous regardez, ce sont toujours les mêmes méthodes qui sont employées à travers l'histoire. Donc, et à la fin, c'est normalisation. On a un nouveau régime avec de nouvelles valeurs, de nouveaux processus, et bien sûr, une nouvelle élite, entre guillemets, qui a pris le pouvoir et qui est les nouveaux maîtres du système. Donc, il faut vraiment voir ça selon ce schéma. Et Bezmenov expliquait très très bien, d'ailleurs, on peut trouver ses conférences, et les liens sont listés dans mon livre ou sur mon site.
Bezmenov expliquait très très bien que, contrairement à ce qu'on croit, les activités des services de renseignement, en tout cas russes, à l'époque du KGB, la grandeur du KGB, l'espionnage à la James Bond, on va voler les plans de missiles nucléaires, etc. Mais ça, c'était 15% seulement des activités et du budget. Et tout le reste, c'est ces opérations de subversion et de déstabilisation et de soutenir des éléments dans les universités, d'infiltrer les médias, etc. Et ça, bien sûr, ça continue encore aujourd'hui. La guerre froide est passée, mais ces méthodes-là sont utilisées à Londres. Moi, j'avais trouvé, par exemple, on sait qu'il y a un département d'une grande université londonienne qui forme, en lien avec les services secrets britanniques, tous les journalistes qu'on retrouve après dans les grands médias de droite ou de gauche en Angleterre. Ils passent tous par cette formation-là. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, il y a vraiment une stratégie, il y a un plan, et il faut arrêter de penser que penser ça, c'est complotiste, parce que la réalité, c'est que les complots et les stratégies gouvernent le monde, et cela depuis l'aube des temps. Vous expliquez aussi dans votre livre que ceux qui relaient en fait ces concepts comme le wokisme, la cancel culture, en fait, seraient selon vous des idiots utiles qui n'auraient pas conscience qu'ils finiraient par être eux-mêmes victimes des théories qu'ils défendent. Je ferai une distinction en fait entre deux groupes, c'est-à-dire il y a ceux qui sont les agents du système et qui y trouvent un intérêt. Je pense par exemple à ceux qui sont formés aux États-Unis, qui reviennent et qui sont placés à des positions d'influence qu'ils ne pourraient jamais atteindre parce qu'ils n'en ont pas le niveau ni les capacités, qui sont dans les grands médias, etc. Et ceux qui relaient ces théories-là, je pense par exemple je dirais aux braves militants peut-être d'extrême gauche qui pensent vraiment qu'ils luttent pour la justice sociale et qu'ils aident leurs frères racisés à atteindre le... Mais en fait, eux seront dévorés. Eux seront dévorés par le système qu'ils ont cherché à créer, comme par exemple ces militants communistes qui s'étaient alliés avec les forces iraniennes de la révolution islamique et qui ont été les premiers fusillés le jour où les mollahs ont pris le pouvoir. C'est vraiment un grand classique. C'est toujours la révolution dévore ses enfants. Et ça, c'est un grand classique. Et c'est pour ça que je pense que quand on est français, je dirais indigène, il faut vraiment avoir une conscience d'où se trouve sa loyauté. Et sa loyauté, elle doit être envers le peuple français et pas épouser les causes en fait, de destructeurs et de déconstructeurs qui utilisent votre mauvaise conscience ou vos bons sentiments pour les retourner contre votre propre peuple. Donc, vous savez, Julien Freud disait la distinction fondamentale en politique, c'est entre l'ami et l'ennemi. Donc, je pense que quand vous êtes un militant, vous devez comprendre qui est votre ami et qui est votre ennemi. Et je pense que pour certains, cette distinction n'est pas claire du tout en réalité. Vous avez parlé de la Chine communiste tout à l'heure. Vous consacrez aussi un texte à la Chine dans votre livre, dans lequel en fait vous revenez sur un autre ouvrage, le Marathon de 100 ans de Michael Pillsbury, qui est un spécialiste américain de la Chine et ancien conseiller de plusieurs administrations américaines. Est-ce que vous pouvez revenir aussi sur ce fameux marathon de 100 ans et nous expliquer en quoi finalement il participe lui aussi de cette guerre cognitive, de cette guerre hors limite qu'il a est menée par le Parti communiste chinois contre les démocraties occidentales? C'est un ouvrage passionnant qui n'a toujours pas été traduit en français d'ailleurs malheureusement, qui est essentiel pour comprendre en fait la montée de la Chine en tant que grande puissance, enfin le retour plutôt de la Chine, devrais-je dire, en tant que grande puissance, et la stratégie là aussi qui a sous-tend, une stratégie qui est sur le temps long. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que nous, on a l'impression, alors fausse, parce que comme je l'ai dit, il y a ces instances supranationales qui ont un agenda sur le temps long, mais là on voit qu'au niveau de l'État chinois, il y a une stratégie sur 100 ans. Alors, pourquoi le marathon de 100 ans? Parce qu'il y a la création de la République populaire de Chine en 1949, et l'idée, c'est de faire de la Chine la première puissance mondiale en 2049, donc pour le centenaire de la création de la République populaire de Chine. Donc c'est un marathon, et donc ce que le livre raconte, c'est le processus. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit que la Chine a puisé, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tout pays communiste qu'elle était, avec une rupture justement, avec la rupture du passé faisant table rase, etc., qui a été voulu par Mao, notamment avec la révolution culturelle, on voit qu'en fait, les Chinois, les stratèges chinois, sont restés fidèles aux grands principes de l'Antiquité chinoise, que ce soit l'art de la guerre, que ce soit les 36 stratagèmes. Et en fait, l'idée, c'est en gros d'utiliser, alors que ce soit l'URSS, que ce soit les États-Unis, en fait, d'utiliser ces grandes puissances et de les utiliser à son profit pour
justement faire un espèce de prise de judo, c'est-à-dire on utilise la force de l'adversaire contre lui. Donc le travail de Pillsbury montre bien que la Chine a su utiliser sa proximité idéologique avec l'URSS, donc la sœur communiste, et une fois que, je dirais, le citron avait été pressé, s'est tourné vers les États-Unis, notamment Kissinger, Nixon, en disant il faut qu'on collabore avec les États-Unis. En plus, dans le contexte de la guerre froide, il y a une exploitation très habile de la rivalité entre l'URSS et les États-Unis. Et maintenant, on voit que il y a une, et pendant tout ce temps, il y a une duplicité des Chinois qui disent ne vous inquiétez pas, si la Chine se développe, si elle devient une grande puissance commerciale, elle embrassera les principes libéraux, elle embrassera la liberté de commerce, la démocratie, etc. Alors, comme on le sait, comme disait Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et ben, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que en fait, la Chine s'est développée, s'est enrichie, a eu un transfert de technologie. Et maintenant qu'elle est en position de puissance, ben, un peu les masques tombent. Elle dit, ben, en fait, non, depuis le début, c'était un projet nationaliste. Et en fait, notamment l'auteur Michael Pillsbury, qui reconnaît, c'est quand même admirable qu'un grand expert reconnaisse qu'il s'est fait rouler dans la farine sur toute la ligne, reconnaît qu'il a été sidéré de voir qu'en Chine, dans les librairies officielles du parti, il y avait le rayon qu'on montre aux Occidentaux, où c'est le commerce, les frontières ouvertes, etc., et qu'il y a un rayon secret où vont que les cadres du parti et les officiers de l'armée, où là, c'est une littérature ultranationaliste, la grande Chine, la Chine doit dominer, etc. Donc avec ce double discours qui a dupé les Occidentaux. Vous parlez aussi de la falsification de l'histoire parmi les différents instruments utilisés pour subvertir les nations occidentales, et vous prenez notamment l'exemple du Moyen-Âge en France. Alors, vous écrivez que pour l'époque moderne, le Moyen-Âge fait figure de repoussoir, et vous expliquez que cette vision très négative du Moyen-Âge qui a cours aujourd'hui repose sur un ensemble de préjugés et une ignorance profonde de cette période. Alors, quelles sont les principales idées reçues véhiculées à propos du Moyen-Âge selon vous, et comment est-ce que vous expliquez le fait que ces préjugés aient pu trouver un écho dans notre société? Ça, c'est un grand classique. Ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent les livres d'histoire. Donc tout ce qu'on sait du Moyen-Âge aujourd'hui, c'est des choses qui ont été en grande majorité écrites par des historiens et des écrivains républicains de la Troisième République. Donc le Moyen-Âge chrétien, la France chrétienne, c'était leur bête noire absolue. Donc ils ont pétri les esprits de 5-6 générations de clichés sur le Moyen-Âge. Alors j'en cite quelques-uns, c'est voilà, les pauvres paysans qui vivent au milieu de leurs cochons dans la glaise, exploités par des vilains seigneurs qui passent leur temps à guerroyer et à brûler les récoltes, etc. C'est l'Église qui est l'obscurantisme le plus total. On est revenu à l'âge sombre où on brûle les esprits libres sur les bûchers là, avec la Sainte Inquisition. Et puis pour finir, voilà, on a les femmes qui sont exploitées, qui sont bonnes qu'à faire à pondre des enfants par douzaines. Enfin, vraiment, ça, c'est les clichés du Moyen-Âge. En fait, quand vous travaillez, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je me suis appuyé sur des historiens comme Régine Pernoud, comme Jacques Herz, qui ont écrit des livres extraordinaires, et j'essaye de faire passer un peu ça à mes lecteurs, qui reviennent en fait pour dire que tout ça, c'est de la pure idéologie, c'est de la pure propagande, et quand on rentre dans le Moyen-Âge, on voit que c'est faux. Et même par certains aspects, on se rend compte qu'en fait, le Moyen-Âge était un véritable âge d'or et qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus intolérante et terrible dans la société d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle l'était autrefois. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un confort qu'eux n'avaient pas, etc. Mais par exemple, je vais prendre un exemple. Les droits, il y avait une liberté en France au Moyen-Âge qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Il faut imaginer, c'est la belle formule, on dit la France était hérissée de liberté. C'est-à-dire que par l'histoire, chaque commune, chaque groupe, chaque corporation avait des libertés, on appelait ça des franchises. On peut imaginer qu'une commune entière était exonérée d'impôts. On peut imaginer qu'une corporation, il y avait une solidarité qui n'avait rien à envier à la sécurité sociale. Mais en fait, c'était un système, je dirais, où il y avait une énorme diversité de modes de vie, de droits. Et comme l'a très bien montré Guillaume Travers dans plusieurs livres vraiment brillants sur le Moyen-Âge que je recommande, c'est que tout était concret. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de grande déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas de grands principes, mais il y a des droits concrets et qui sont toujours ancrés dans une réalité. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, telle commune ou tel groupe est exonéré d'impôts, c'est parce que dans une bataille, il a bien aidé le roi, il a bien été défendre la patrie, donc on le récompense. Ce n'est pas quelque chose qui est dû abstraitement, c'est parce qu'il y a toujours
de conséquences concrètes. Donc, il y a ça, et par exemple, je parle un peu de ça parce qu'on sait que la France est un pays où les impôts jouent un rôle considérable, mais comparons un instant le paysan du Moyen-Âge qu'on prétend écraser d'impôts, qui en fait paye au maximum un quart, donc 25% de son revenu, à l'imposition fiscale que l'on connaît aujourd'hui. On est à plus de 50%, sans parler des différents frais, taxes locales, droits de péage. Dès que vous avez une voiture, vous vous faites matraquer, etc. On est écrasé d'impôts. Je veux dire, le paysan du Moyen-Âge n'aurait jamais accepté en fait le quart de ce que nous, on connaît aujourd'hui à peu près. Et c'est lui qui est présenté comme le pauvre écrasé par les méchants seigneurs. Quand vous lisez un peu de quelques livres sur les mœurs et les avantages dont jouissent les hauts fonctionnaires en France, vous vous rendez compte qu'ils n'ont rien à envier aux nobles de l'Ancien Régime et que c'est même pire, parce qu'au moins les nobles avaient des devoirs, ils devaient entretenir leur domaine, ils devaient prendre soin des indigents, ils devaient faire la guerre quand le roi leur demandait, alors qu'aujourd'hui on a des gens qui ont des privilèges qui sont inouïs. Les Français ne sont même pas au courant parce que tout ça est caché dans des textes, ça se fait derrière les portes closes des ministères, etc. Mais il y a des privilèges qui sont inouïs et qui n'ont jamais eu leur équivalent au Moyen-Âge. Donc en fait, quand je travaille sur tout ça, je me rends compte que en fait, le Moyen-Âge était je dirais vraiment un âge d'or en plus pour la culture française parce que c'est le moment où la France rayonne, on construit ces cathédrales extraordinaires qui brûlent aujourd'hui d'ailleurs, où on a une espèce de floraison intellectuelle. Alors pareil, on dit l'Église a été obscurantiste, mais il y a eu dans les universités françaises qui sont parmi les premières au monde, il faut le rappeler, il y a eu une espèce je dirais, de vitalité intellectuelle. On n'a pas du tout attendu la Renaissance pour retrouver Aristote, retrouver les Grecs et encore moins les Arabes qui, soi-disant, nous auraient fait redécouvrir tout notre héritage grec de l'Antiquité. En fait, tout ça est déjà connu. Il y a des penseurs extraordinaires qui font des choses dont, en fait, personne ne parle. Et ce qu'expliquent très bien les gens qui travaillent sur le Moyen-Âge, c'est que personne n'en parle parce qu'en tant qu'historien, ça n'intéresse personne. Comme toute l'université est noyautée par la gauche, l'extrême gauche, ces sujets-là n'ont pas le droit de citer. Et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, comme on n'en parle jamais, on croit que ça n'existe pas. Aucun étudiant ne veut se prendre le risque de ficher sa carrière en l'air en s'intéressant à ces sujets-là. Et en fait, du coup, les Français ignorent totalement ce qu'a été réellement le Moyen-Âge. Alors bien sûr, on n'a pas de film ou de série qui vous montre ça. On ne vous montrera jamais les grands monastères, on ne vous montrera jamais les grandes châtelaines, les grandes reines, on ne vous montrera pas ce que c'était la vraie vie d'un paysan ou d'un serf au Moyen-Âge. On vous continue à vous montrer tous les clichés pour dire, regardez, en fait, heureusement que la Révolution française est venue nous sauver de tout ce truc horrible. Ça nous amène finalement au second grand fil rouge de votre ouvrage, qui est la spiritualité. Vous parlez d'une guerre spirituelle qui est livrée à l'Occident, notamment à travers la promotion d'une idéologie moderne qui possède, selon vous, toutes les caractéristiques d'une religion totale, composée de croyances, de rituels et de comportements qui englobent chaque aspect de la vie des individus. Donc une idéologie qui repose sur trois grands piliers, selon vous. L'idée qui veut que l'homme soit la mesure de toute chose, la notion de progrès et puis la notion de rationalité. Alors, pour vous, cette idéologie moderne, en fait, elle serait à l'origine de la plupart des maux de l'Occident que nous connaissons en fait aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez définir cette idéologie moderne, ses différents attributs, et nous expliquer en quoi elle serait une menace pour notre société ? Avant de détailler ça, je voudrais dire qu'il y a eu une vraie réflexion en fait, que j'ai eue suite notamment à la publication de mon précédent livre, La France retrouvée, qui est un livre très politique. C'est en fait la prise de conscience qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que la politique, qui aujourd'hui est considérée comme je dirais, le domaine par excellence pour résoudre tous les problèmes qui nous accablent, tous les maux qui accablent notre pays, en fait, c'est le dernier niveau. C'est-à-dire qu'avant la politique, il y a le religieux, et avant le religieux, il y a le philosophique et je dirais oui, le spirituel, le philosophique. Donc, il faut remettre les choses en ordre. C'est-à-dire, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence d'un travail justement de déconstruction qui a eu lieu au niveau précédent, c'est-à-dire notamment le niveau spirituel et le niveau philosophique. Et ce niveau philosophique, c'est ce qu'on appelle la modernité. Donc, et ça, j'en parle notamment dans un essai qui s'appelle La défaite des conservateurs. C'est de bien expliquer qu'en fait, la modernité est une rupture majeure
qui est dans l'histoire de l'humanité et qui est propre à l'Occident. Ça, c'est très important de le comprendre, parce que les autres sociétés sont restées, que ce soit le monde islamique, le monde africain, le monde même asiatique, sont restées globalement traditionnelles. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est presque, je dirais, le génie, je dirais, tordu de l'Occident d'avoir poussé sa réflexion suffisamment loin pour rompre avec toute son histoire et toutes ses traditions. Donc en gros, qu'est-ce que c'est cette modernité? Il y a quelques grands critères, hein, vous les avez évoqués. Il y a déjà l'idée que l'homme est au centre de toute chose. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde qui n'est plus centré sur Dieu, mais sur l'homme. Et c'est l'homme qui crée sa propre limite. C'est l'homme je dirais, qui se place au centre, qui a l'idée qu'il peut corriger même l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'autrefois, on est dans un monde naturel, un ordre naturel fixé par Dieu. Maintenant, on est dans un monde artificiel où l'homme va corriger la nature. Et donc, ce qui est lié à ça, c'est l'idéologie de progrès. C'est-à-dire que l'homme serait dans une espèce de progrès continu. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'on est dans une logique qui est religieuse. Parce qu'en fait, il y a cette idée de le progrès égale le salut. C'est-à-dire, plus vous allez vous avancer dans le progrès, plus vous vous rapprochez du salut. Donc là, pour les gens qui défendent cette idéologie, c'est l'égalité, la diversité, les fameux droits. Donc plus il y a d'égalité, plus il y a de droits, plus il y a de diversité, plus on se rapproche du salut, plus on se rapproche en fait pour ce qu'on appelle pour les chrétiens la parousie, c'est le moment où on est dans une espèce de grande communion universelle. Et on arrive à ça. Et à la fin, la dernière idée, c'est que tout ça est rendu possible par la rationalité. C'est l'homme qui va utiliser sa raison. Et moi, ce que j'explique, c'est la supercherie totale de ce système-là, parce qu'il faut comprendre en fait que c'est une religion qui s'est substituée à une autre. Et ça, c'est compliqué à comprendre pour l'esprit moderne, parce que l'esprit moderne pense qu'il a évacué le religieux. Mais en fait, ce que j'essaye d'expliquer, d'aider les Français à prendre conscience, c'est qu'en fait, ils ont troqué une religion qui était le christianisme pour une autre religion qui est la religion de l'homme. Et je l'explique ça dans le livre, c'est que tout ce qu'on nous présente comme les attributs de la modernité, alors le matriarcat, l'indifférenciation, il n'y a plus de frontières entre les hommes et les femmes, entre l'étranger et le national, le culte de la déesse mère, notre mère la terre, etc., l'égalitarisme forcé, tout ça, ce n'est pas la modernité, c'est le retour au primitif et à la barbarie pré-chrétienne. Donc c'est ça l'arnaque ultime de notre époque, c'est que tout ce qu'on nous vend comme un progrès, comme une modernité, c'est le retour au stade primitif. Et ça, c'est l'imposture complète de notre époque. Et en fait, il y a très très peu de gens qui le dénoncent et qui en ont pris conscience. Et malheureusement, les Français, même les Occidentaux en général, et ces fameux idiots utiles dont on parlait tout à l'heure, tombent dans le panneau et pensent qu'ils sont en train d'aller vers leur salut alors qu'en fait, ils vont vers leur perte. Vous écrivez aussi que l'idéologie moderne cherche en fait à faire table rase du passé et s'oppose à toute idée de transmission et d'héritage, qu'elle rejette les coutumes et les traditions de ceux qui nous ont précédés sous couvert de libération. Alors, est-ce que vous considérez que cette idéologie moderne présente un aspect totalitaire ? Ah oui, absolument. Oui, oui, ça c'est. Et là, on le voit aujourd'hui. Je veux dire, dans son aboutissement, qui est la crise aujourd'hui. Là, on contrôle plus seulement les esprits, mais aussi les corps. On est complètement dans cette logique totalitaire. Et là, pour faire le lien, ce que je disais il y a un instant, c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que on est dans je dirais, les médias de masse et les gouvernements et cette idéologie, cette religion de l'homme a un pouvoir sur les corps et les esprits qu'aucune religion traditionnelle n'a eu par le passé. Je veux dire, quand on vous serine avec l'Inquisition, l'Église, voilà, il y avait une norme sociale. Je veux dire, clairement, c'était une norme sociale, mais qui n'avait pas le quart du pouvoir que les médias et les États ont aujourd'hui sur leurs citoyens. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on est dans une nouvelle forme de totalitarisme, mais qui a la ruse ultime de le faire pour votre bien. Et ça, c'est toujours, bien sûr, moi, ce que je considère comme la ruse ultime du diable, c'est de dire je vous perds, mais c'est pour votre bien, et tout ce qui arrive est pour le bien de l'humanité, et ça, c'est diabolique, parce que les gens se font avoir, et les gens ne comprennent pas dans quel engrenage ils se trouvent pris. Et oui, complètement, on est vraiment dans un totalitarisme. Il y a le crime de mauvaise pensée, on a le contrôle des corps et des esprits, de vos déplacements, la perte des libertés. Et si ce projet est connu, et là encore, on va dire au complotisme, mais vous savez qu'aujourd'hui, être complotiste, c'est avoir 6 mois, 1 an d'avance sur tout le monde. Donc, en fait,
ce qui se passe, c'est que ça va être la prochaine étape du pass vaccinal, et c'est déjà dans les tuyaux, il y a déjà des brevets qui sont déposés, ça va être le pass écologique ou le pass climatique. Donc attention, on va bloquer votre voiture parce que vous avez fait trop de kilomètres et émis trop de CO2. Ah, vous avez dit du mal du gouvernement, moins 500 points de crédit social, vous ne pouvez plus prendre le train, vous ne pouvez plus prendre l'avion comme en Chine, vous pouvez plus avoir, on va vous fermer votre compte bancaire, et c'est ça qui arrive. Et donc, il faudrait qu'il y ait une espèce de prise de conscience, de réveil des gens de la logique dans laquelle ils se trouvent pris, mais ils se font duper et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un système totalitaire qui, pourtant, on nous explique qu'il n'y a rien de pire et que plus jamais ça, les heures sombres de notre histoire, le nazisme. En fait, le système est redoutable parce qu'il fait peur avec un totalitarisme qui appartient au passé pour empêcher les gens de prendre conscience de la réalité du totalitarisme présent. Et vous dites aussi d'ailleurs que finalement cette idéologie, dans sa forme la plus aboutie, elle conduirait au transhumanisme. C'est pas moi qui le dis, ça a été affiché clairement. Klaus Schwab en parle dans ses livres, dans ses prises de parole. Il y a de nombre d'intellectuels, de penseurs qui l'ont écrit même depuis les années 70. C'est quelque chose qui vient de loin. Pour faire le lien avec ce qu'on disait en début d'entretien, c'est qu'il y a un projet qui est pensé et qui, depuis longtemps, les pères du transhumanisme, on les retrouve dès les années 70, même dès les années 20 dans les écrits de certains eugénismes, dont les frères Huxley, par exemple. Il y a vraiment... Et on arrive à cette idée, mais on revient à la dimension religieuse que j'évoquais, c'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre la place de Dieu. L'homme peut s'affranchir de l'ordre divin, il peut devenir un surhomme, il peut devenir un homme augmenté, et en fait, il rompt avec l'ordre naturel et il rompt avec la création divine. Et il refuse la place dans cet ordre en pensant qu'il peut l'arracher. C'est vraiment le projet prométhéen, et qui aujourd'hui est rendu possible par la technologie, parce que ça a toujours existé. Hein. On sait que même les hérésies, etc., existent depuis longtemps. Mais ce qui est la différence aujourd'hui, c'est que l'être humain du 21e siècle a les moyens techniques de le faire. Donc on voit, et ce n'est pas juste la fusion de l'homme et de la machine, c'est modifier ses gènes, c'est modifier les écosystèmes, c'est modifier l'identité des peuples à travers l'immigration de masse, déstabiliser des systèmes culturels, des systèmes anthropologiques. C'est vraiment du passé faire table rase, créer une nouvelle humanité à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau biologique, au niveau politique. Et il y a vraiment ce projet général qui est soutenu une fois de plus par ce niveau religieux qui est le plus important, parce qu'il faut comprendre qu'on est aujourd'hui en fait dans une guerre de religion entre l'ordre naturel divin et l'ordre artificiel satanique. Et ça, c'est impossible, en fait, c'est très difficile pour l'homme du 21e siècle qui est complètement, qui a complètement oublié les symboles, la théologie, la pensée religieuse, de se raccrocher à ça. Quand vous parlez aux gens de ça, ils se disent voilà, mais de quoi on parle, ça va trop loin, etc. Parce qu'ils sont éloignés de ça. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de le faire à travers mes livres, à travers mes prises de position, pour remettre les bons enjeux et les bonnes catégories pour qu'on se sorte de ce système et qu'on gagne cette guerre. Pour vous, le retour à la spiritualité paraît essentiel pour retrouver du sens et des repères. Je tiens à préciser que ce n'est pas une spiritualité, parce que ça aussi, il faut faire très attention. C'est la spiritualité, c'est devenu un mot vague. Il y a des trucs New Age et tout ça qui sont en fait la même chose. C'est-à-dire la spiritualité, moi je le dis très clairement, c'est la spiritualité incarnée par la tradition propre à chaque système culturel. Donc nous, en Occident, cette tradition, c'est le christianisme, et en France particulièrement, c'est le catholicisme. Et je dirais pour la Chine, ça peut être le confucianisme. Pour le monde arabo-musulman, c'est l'islam. Même si, bien sûr, je préférerais que tout le monde reconnaisse le christianisme, ça serait plus logique. Mais bon, après, chaque pays a ses systèmes culturels. Mais c'est cette réalité. Et il faut faire attention parce que le christianisme qu'on connaît, en fait, même les Français, même ceux qui se disent de culture chrétienne, ne savent plus ce que c'est que le christianisme. Donc, et c'est difficile parce que même l'Église, on parlait d'infiltration et de subversion, ça ne touche pas que le pouvoir temporel, ça touche le pouvoir spirituel. Comme dit Monseigneur Vigano, il y a une église profonde, une deep church, comme il y a un État profond, un deep state. Donc le Vatican et les institutions ecclésiales ont été aussi infiltrées et on a des choses complètement dingues qui sont présentes au niveau de l'Église catholique et de la doctrine. Donc, c'est ça qui est aussi difficile, c'est que même des gens aujourd'hui, des Français qui se disent « Tiens, je voudrais renouer avec la religion de mes pères et retourner au christianisme »,
il ne faut pas qu'ils se trompent de curé et de paroisse, parce qu'ils peuvent tomber, je dirais, dans quelque chose en fait, qui a l'apparence du christianisme, qui n'est pas du tout le christianisme. Donc c'est pour ça que, plus de parler de spiritualité, il faut revenir au catholicisme historique et ce que j'appelle la tradition, avec un T majuscule, qui est voilà, l'ordre de nos ancêtres, et qui ne signifie pas, parce que ça, à chaque fois, on vous le dit, vous voulez revenir à l'âge de pierre et vous éclairer à la bougie, etc. C'est pas du tout ça. On parle de catégorie mentale et on voit, par exemple, qu'il y a des pays comme le Japon qui arrivent à concilier un niveau de développement technique et même de réussite économique qui soit extrêmement avancé, mais en gardant des structures traditionnelles avec voilà, des familles traditionnelles, des traditions, des coutumes, des rituels qui structurent la société. Et c'est ça, en fait, l'esprit traditionnel. C'est pas on va retourner habiter dans des grottes et dormir sur des lits de paille, quoi. Je veux dire, c'est pas ça. C'est accepter, en fait, si je devais résumer pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'est l'esprit de la tradition? L'esprit de la tradition, c'est qu'il y a des vérités éternelles et immuables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne changent pas, qui sont des données propres à l'être humain, à la nature humaine, et on ne peut pas les modifier. Et la tradition, c'est ces découvertes, en fait, c'est l'adéquation des structures sociales, politiques à cette nature humaine qui peut, avec des variations entre chaque peuple qui correspond à leur anthropologie. Et dans le cas de la France, c'est une belle formule que je cite souvent dans le livre, c'est très simple, c'est un père dans la famille, un père pour la nation et un père dans le ciel. Voilà, c'est ça l'esprit de la tradition. Vous parlez aussi du rôle de la France dans cet ouvrage. Vous consacrez notamment un texte à ce que vous appelez l'illusion européenne, dans lequel vous battez en brèche l'idée d'une Europe puissance et l'idée selon laquelle la France serait trop petite et trop faible pour faire jeu égal avec des pays comme par exemple les États-Unis ou la Chine. Pourquoi cette notion de taille critique mise en avant par ceux qui sont favorables à cette idée d'Europe puissante n'est-elle pas pertinente selon vous? Avant d'aborder ce point qui est très important, je voudrais juste dire rapidement qu'il faut avoir conscience que la France est un des cœurs du réacteur de cette idéologie mondialiste. Depuis la Révolution française, donc il y a 250 ans, que la France est dans ce projet, cette religion de l'homme, voilà, ce projet-là. Et il y a énormément d'institutions et même de Français qui sont présents dans cette volonté mondialiste de détruire la nation, de détruire la tradition, de détruire la spiritualité et de détruire le christianisme. La France est au cœur de ça. Donc il faut avoir conscience que la France, qui était la fille aînée de l'Église, est devenue la patrie des droits de l'homme. Donc on a eu une rupture complète. Je veux dire, la France a été un des premiers pays à être complètement subverti. Donc c'est ça qui est important, c'est que la France est un des cœurs de cette idéologie mondialiste. Alors après, pour revenir à ça, clairement, ça se manifeste avec cette espèce d'obsession européenne qui était déjà présente depuis 20-30 ans, mais qui a pris sous le quinquennat actuel des dimensions qui sont considérables, puisqu'on ne parle plus de souveraineté française, mais de souveraineté européenne. Et là encore, il faut bien comprendre que cette histoire, on vend au peuple l'idée d'Europe puissance, mais en fait, c'est ce projet mondialiste qui a été analysé, par exemple, à Pierre Hillard, qui a écrit des choses extraordinaires là-dessus, et qui, à travers des documents, qui a expliqué la logique, que en fait, le but, c'est de détruire les États-nations pour retrouver une Europe des régions qui serait sous la tutelle technocratique d'institutions comme Bruxelles, etc. Et donc tout va dans ce sens. Et pour faire passer la pilule, comme à chaque fois, on dit, mais vous allez voir, ça va être formidable, ça va être l'Europe de la croissance, l'Europe de la paix, l'Europe de tout ce que vous voulez. Et en fait, pour que le projet continue à avancer, toujours la politique des petits pas, ça a été avoué même par Jacques Attali, qui a dit de toute façon, on a écrit des traités, on n'a pas la possibilité de revenir en arrière, et était tout content de sa ruse. Donc, c'est exactement à cela qu'on assiste. Alors, pourquoi je bats en brèche cette idée d'Europe puissance? Tout simplement parce que la grandeur n'est pas qu'une question de taille, et qu'on voit très bien qu'en fait, à travers l'histoire, déjà la France a pu avoir le leadership en Europe. Il faut quand même se rappeler que pendant des millénaires, il fallait que l'Europe entière se coalise pour nous mettre la pâtée, alors que la France dominait sans problème l'espace européen, on était 40 millions de Français. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui a changé? Si 40 millions de Français pouvaient dominer l'Europe pendant 1000 ans, je ne vois pas pourquoi 40 millions de Français ne pourraient pas le faire aujourd'hui. Donc, voilà, et sans compter, c'est pour ça que je dis 40 millions, parce qu'on peut enlever toute l'influence de l'émigration de masse, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, j'ai écrit dans le volume précédent de L'Homme et la Cité, on a quelque chose sur la densité informationnelle de l'information de la matière, où j'explique théoriquement pourquoi résumer en termes de masse, en termes de taille, en critères quantitatifs,
C'est complètement faux et c'est d'ailleurs bien, ça fait le lien avec ce qu'on disait, c'est bien représentatif d'une pensée moderne qui est capable de penser que la quantité et non la qualité. Et après, on a énormément d'exemples, de toute façon concrets, au-delà de ces considérations théoriques. On voit bien, par exemple, Israël, qui est un petit pays récent de quelques millions d'habitants, qui exerce une influence considérable sur les affaires du monde, qui arrive à influencer les États-Unis, la France et partout dans le monde. Je veux dire, parce qu'il y a une vraie volonté de puissance, il y a une vraie stratégie. Je peux parler aussi en Asie de Singapour, sous le leadership de Lim Kuan Yew, un grand homme d'État, qui a fait de ce petit port de pêche, en fait, la Suisse de l'Asie est je veux dire, un des pays les plus riches du monde dans l'espace de 50 ans, avec là encore un projet très clair, un projet visionnaire. Il s'est donné les moyens de ses ambitions, donc c'est possible. Et je dirais même plus proche de nous, De Gaulle, qui trouve une France, je dirais, battue en 40, humiliée, et il arrive en 10 ans à, je dirais, en refaire une fois dotée d'une force nucléaire, poser les bases de la réindustrialiser, de la moderniser. Voilà, on peut penser à Vladimir Poutine avec la Russie. Enfin, il y a en fait l'idée de dire que de toute façon, on est un trop petit pays, on n'a plus la force, etc. Moi, je pense à cette citation de De Gaulle qui disait « Il n'y a qu'une fatalité, c'est les peuples qui n'ont plus la force de se tenir debout et qui se couchent pour mourir. » Le problème, c'est qu'en France, il y a trop de Français qui veulent se coucher pour mourir et qui ne veulent pas prendre le risque de la grandeur. Et la grandeur, eh ben, il faut croire en soi-même, il faut être prêt à se battre, il faut être prêt à faire des sacrifices. Et il faut avoir cette conscience, et c'est là où encore on revient aux religieux, il faut avoir conscience qu'on a une mission. La France a une mission. Il faut quand même le rappeler, et je le rappelle dans le livre, que la France est le peuple français, le peuple de la nouvelle alliance avec Dieu par le baptême de Clovis en 496, et que nous avons été dirigés pendant plus de 1000 ans, 1500 ans, par des rois qui étaient les lieutenants de Dieu sur terre. Aucun autre peuple ne peut se targuer d'avoir été dirigé par le lieutenant de Dieu sur terre. Et il faut rappeler que dans la théorie politique française, le roi de France reçoit le royaume en commande et que le vrai roi de France, c'est Jésus. Et là, on est à l'approche de Noël. Il faut se rappeler que Jésus va naître, mais celui qui naît, c'est pas juste le phénomène religieux, c'est que c'est le roi de France. C'est notre roi qui est en train de naître. Donc, c'est ça qui est important. Et si vous ne comprenez pas ça, et si les Français ne comprennent pas que c'est la clé de voûte de tout l'édifice politique français et la clé de la suprématie française, ils n'ont pas compris qu'ils ne peuvent qu'échouer s'ils ne reprennent pas ça. Parce que comme je l'ai expliqué dans mon premier livre qui était Être français, l'être amasseur, tous les grands peuples du monde ont un fait qui justifie leur élection. Par exemple, les Américains pensent que les États-Unis ont une destinée manifeste, the shining city on the hill. Les Russes pensent que Moscou est la troisième Rome. Les Japonais pensent qu'ils descendent de la déesse du soleil à Amaterasu. Je pourrais faire toute la liste des grands peuples du monde. Il n'y a que le peuple français qui ne croit pas qu'il a un lien particulier avec Dieu, que Jésus est le roi de France. Et je prends cette phrase magnifique de Sainte Jeanne d'Arc qui nous dit « Tous ceux qui font la guerre à la France guerroient contre le roi Jésus ». Et c'est ça qui a poussé Jeanne d'Arc à prendre les armes et à sauver la France dans les événements que l'on sait. Quels sont les atouts que la France peut faire valoir pour tirer son épingle du jeu? Alors, au-delà de ceux que vous venez de mentionner, peut-être les atouts concrets en termes de ressources, de patrimoine? Justement, c'est une bonne remarque, mais là, vous pensez comme un moderne, parce que je pense que justement, l'atout principal de la France, c'est ça, c'est ses aspects spirituels. Et je vais faire le lien quand même pour vous répondre, je ne vais pas échapper à votre question, c'est que je pense que déjà le peuple français a un fond extraordinaire. Je pense qu'on est resté, malgré les assauts de la modernité, on est resté un peuple profondément chrétien, qui se manifeste sous des formes dévoyées, mais encore présentes, et notamment voilà, cette solidarité, ce goût de l'égalité, le fait qu'on accueille la terre entière, on se fait traiter de racisme, on se flagelle encore, ça, c'est du christianisme dévoyé en réalité. C'est ce que dit Chesterton, c'est les fameuses vertus chrétiennes devenues folles. Donc on en est là, mais le peuple français a encore ce fond chrétien. Et donc ça, c'est extraordinaire. Et il y a un génie français. Je veux dire, quand vous regardez l'histoire de France, je veux dire, si on parle de suprémacisme blanc, il pourrait y avoir un suprémacisme français, vu tous les génies qu'on a donnés à la Terre, que ce soit scientifique, littéraire, politique, enfin, j'en passe, on pourrait être fier de ce qu'on a apporté à l'humanité, ce que la France a apporté à l'humanité. Et ce génie, il est encore là. Moi, je le vois voilà, dans le camp patriote. On a des génies, on a des gens qui font des choses extraordinaires en France que personne ne fait ailleurs.
Donc ça me donne beaucoup d'espoir. Je me dis que les étincelles sont là, les braises sont là, il faut juste souffler dessus pour que ça reparte. Donc ça, c'est extraordinaire. Après, de façon beaucoup plus concrète, je pense qu'on a un pays qui est extraordinaire, des terroirs extraordinaires. On a tout en France. On a une richesse de nos terroirs, on a une richesse des cultures, on a encore un savoir-faire qui n'a pas disparu, on a encore des compagnons, voilà, des métiers d'art, les compagnons du devoir qui savent faire des choses extraordinaires, on a encore des paysans, on a encore des artisans, on a encore toutes ces choses qui sont, alors certes, qui sont grignotées petit à petit par la modernité, mais qui sont là. Et je trouve que le peuple français, depuis 200 ans, se prend un feu nourri continu pour le détruire, et il est encore là, il est encore solide, il tient bon. Et je me dis, qu'est-ce qui se passerait si on avait un pouvoir politique et spirituel qui démultiplie ça et qui, au lieu d'aller, je dirais, à contre-courant, pousse les Français, libère leurs énergies. Et moi, je suis convaincu que la France a tous les atouts pour redevenir la première puissance mondiale, et ça doit être notre objectif. L'objectif, ça doit être de refaire de la France la première puissance mondiale. Alors, ça ne sera pas pour tout de suite. Je pense que ça ne sera pas le 21e siècle. Je le dis, le 21e siècle sera le siècle russe, mais il faut que le 22e siècle soit le siècle français, et on a 100 ans devant nous pour que la France soit prête dans 100 ans pour reprendre le leadership. Vous brossez aussi un portrait assez sombre des Lumières et de la Révolution dans votre livre. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Un portrait qui va vraiment à l'encontre de ce qu'on entend régulièrement à propos de ces deux périodes de l'histoire de France, qui sont généralement décrites sous un jour favorable, la plupart du temps. Et vous parlez même d'événements cataclysmiques à propos de la Révolution française. En quoi, pour vous, la Révolution et les Lumières sont-ils des événements néfastes? Dans sa vie personnelle comme dans la vie des peuples, on ne peut rien construire sur le mensonge. On ne peut rien construire de sain et de durable sur le mensonge, et tout ce qui est, que ce soit la Révolution française et les Lumières, sont bâtis sur du mensonge. C'est vraiment ça, et comme je l'ai dit, la Révolution française a été un véritable coup d'État. En fait, c'est une révolution de couleur. C'est la première révolution qu'on appelle les révolutions de couleur. Ce qu'on a fait en Ukraine, ce qu'on a essayé de faire en Syrie, tout ça, c'est la matrice de tout ça, c'est la Révolution française. Et en fait, on a renversé un système millénaire sous prétexte de libérer le peuple de privilèges soi-disant qui étaient dans la plupart du temps fictifs. Je l'explique dans l'essai sur le Moyen-Âge. Et en fait, on a fait une révolution bourgeoise qui a donné le pouvoir à une bourgeoisie d'affaires qui, en fait, s'est approprié les biens de la noblesse, du clergé, qui a renversé l'ordre millénaire. On a rompu le lien qui unissait la France à Dieu, cette alliance dont j'ai parlé à l'instant. On a tué le roi Louis XVI, c'est un sacrifice rituel. Alors ça, je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais c'est le retour du sacrifice humain, et ça, je renvoie à la lecture de René Girard, qui a parfaitement montré que, en fait, la logique primitive, c'est le sacrifice, et notamment le sacrifice humain, et que seul le christianisme permet d'en sortir. Donc, en fait, Louis XVI est la première victime, la victime exemplaire de ce sacrifice humain à grande échelle qui est la Révolution française, et qui donnera d'ailleurs, une fois que Louis XVI est mort, les vannes s'ouvrent, c'est le sang qui coule, c'est le sang de la terreur, c'est le sang des guerres de Napoléon, c'est le sang de la Première Guerre mondiale. En fait, le peuple français a été saigné pendant 2 siècles par ce meurtre originel. Donc ça, c'est important de le comprendre. On revient toujours encore à cette dimension spirituelle. Et puis les Lumières, j'en parle même pas. Il y a eu des choses intéressantes. Je veux dire, je vais pas enlever. Il y a eu du génie chez certains hommes des Lumières, mais c'était un des génies dévoyés. C'était un génie au service d'une idéologie destructrice qui a voulu justement faire table rase, qui a diabolisé un passé chrétien médiéval qui était riche. Et en fait, ils ont complètement calomnié. Ils ont été vraiment au service du mal. Alors certains volontairement, certains sans se rendre compte. Et le problème, c'est que ça fait 150 ans que les Français se font bourrer le mou avec les Lumières, la Renaissance, et qu'en fait, ils ignorent complètement la richesse de leur héritage chrétien, de leur héritage médiéval. Et en fait, ils adorent des fausses valeurs, des fausses idoles qui conduisent la France sur la pente de la destruction, puisqu'il suffit de le constater. Depuis que la France a cessé d'être chrétienne, eh bien, en fait, elle roule à l'abîme. Et ça, c'est la vérité que les Français d'aujourd'hui, de 2021, refusent d'admettre, alors que c'est écrit dans tous les textes, même de l'Ancien Testament. Un peuple qui se détourne de Dieu, finit mal et se retrouve toujours châtié. Merci beaucoup pour votre éclairage, Stanislas Berthon. Merci à vous, merci de donner la parole à ceux qui essayent justement de penser autrement et de réinformer les Français sur certains sujets absolument critiques.